Je me rappelle, Rakutonde Nuela Honoré, c'était un des étudiants qui l'admirait. Et chaque fois après le cours, cet ami-là a dit Matir. Matir, ça veut dire c'est succulent, pour dire que son cours est très intéressant et c'est bon à déguster littéralement. Matir, il a dit. C'est le cours de la Vosanade, comme ça. Il a sa façon de mener son cours. On dirait qu'il ne faisait pas des préparations, mais on discutait, on parlait, comme ça. Il ne préparait pas de notes pour ses cours, et c'était un homme situé sans arrêt entre l'écrit et l'oral et qui allait d'un à l'autre. Des étudiants étaient déconcertés parce qu'ils ne comprenaient pas tout ce qu'il disait en malgache, et d'autres trouvaient quand même qu'on n'est pas un professeur sérieux si on n'accumule pas des notes sur son bureau. Alors, quelquefois, il prenait la précaution d'apporter quand même quelques notes pour faire sérieux. Et les étudiants lui disaient « Ah, mais c'était mieux la dernière fois quand vous n'aviez pas vos notes. Vous êtes le nez dans vos notes, là, trop. » Alors, bon, voilà. Il avait un parler un peu paysan, avec des expressions inattendues chez un homme de bonne bourgeoisie urbaine. Ensuite, des mots archaïques. Et je pense que l'archaïsme, c'est le XVIIIe siècle. Il aimait beaucoup cette époque. Rataïne. Non pas Ratanti. Ratanti. Ratanti Oui, pour lui. Ratanti. Casse. Casse pour sac. Pour sec, ouais. Et ça, c'est pas que c'est faux, que c'est pas malgache, c'est bien malgache, mais c'est les anciennes formes. Dès qu'on parle de Charles Revoidenard, maintenant, non seulement à la faculté des lettres, mais partout dans tout Madagascar, il y a une phrase qui est devenue presque un proverbe. L'écrivain n'est pas descendu du ciel, mais est né au sein de la société. Et il est le produit de cette société. Cette société, il doit être, comment on dit, le lalvaina, la levure qui doit soulever cette société. C'est un peu l'expression que tout le monde retient de Charles. Ses anciens étudiants retiennent cette formule. Fille de l'histoire et de la société, fils de l'histoire et de la société. Et ça, je crois que c'est une des formules qui reflète l'influence littéraire de Charles. Bon, moi, naturellement, Simon aussi d'ailleurs, n'était pas très partisan de ça. Mais c'est à partir de ça on peut dire véritablement qu'il est le père de l'histoire littéraire, de la littérature à Madagascar. Et là, c'était quelque chose de nouveau. C'est comme une révolution ouais, avec lui. Alors racontez pourquoi. Non, c'était l'approche. Ouais. C'était l'approche. On ne savait pas que on pouvait voir un poème de cette manière-là aussi. C'était une production sociale. À l'époque, on ne parlait pas tellement encore de l'identité malgache, mais lui, il a essayé déjà de penser tout cela, et il a écrit. Il a écrit dans dans des journaux, dans des périodiques de l'époque. Il avait écrit sur le rasm, sur les traditions, sur ce qui préoccupe l'intellectuel malgache, face bien sûr toujours au phénomène occidental dans lequel on baignait à l'époque. Effectivement, j'avais vu Charles faire un exposé sur la notion de liberté. Et ton père prenait rarement la parole. Et c'était son sujet préféré. Et sur ce sujet-là, effectivement, c'était vraiment une philosophie dans laquelle, un peu comme le Tsin et le Toud, c'est-à-dire que c'était un peu, je ne vais pas dire l'idéologue, si, quelque part, un peu, c'était l'idéologue ou le philosophe d'une certaine notion de la liberté dans laquelle étaient intégrées des valeurs spécifiques, culturelles de Madagascar. Enseigner l'histoire littéraire, c'est avoir des connaissances jusque dans la basse classe de la société, la façon de vivre des Malgaches, de toutes les régions. Il y a bien ce que pense l'élite, mais
il y a aussi ce que pensent vraiment les gens qui sont dans les terroirs, dans les villages. Et il essaie d'asseoir ses analyses, vous voyez, dans la connaissance, dans une connaissance beaucoup plus large que parfois l'élite a tendance à rétrécir. Et c'est cette ouverture-là qui est... Enfin, moi, j'en avais un peu hérité. Je me dis, c'est vrai, il faut toujours essayer de prendre des personnes qui ont des expériences partout, dans tout Madagascar, dans n'importe quelle discipline. Et je crois qu'un homme comme Ravoajanahary, qui avait d'ailleurs le moyen d'aller habiter ailleurs, il s'est donc enraciné dans sa patrie. Il a beaucoup travaillé pour faire connaître donc la civilisation malagasy, la littérature malagasy, pour faire aimer Madagascar ces jeunes qu'il éduquait, qu'il élevait, quoi, comme ses enfants. C'est comme si c'était un malgache, un vieux malgache qui était en train de nous raconter, un conte. C'est à toi de tirer une leçon là-dedans, quoi. Voilà. Oui, oui. Et en plus, sa manière de raconter ça, c'est avec son accent, tout ça, c'est très malgache, quoi. Si nous sommes devenus des patriotes, des, comment dire malgaches, des titandrazana, c'est en partie à cause de lui, à cause de lui, dans l'enseignement, l'éducation qu'il nous a donnée, parce qu'il n'était pas seulement un enseignant, c'était aussi un éducateur. Là, il y a une question de génération. La génération de Charles est une génération qui a été vaincue. C'est la génération de la KFM, c'est-à-dire la génération qui en 57 ou 56 a cru reprendre le projet MDRM pour imposer l'indépendance par l'élection, disons. Bon, ils se sont fait avoir par le haut-commissaire, enfin par les Français, qui vont donc faire élire Tirane. Mais cette génération-là, après, c'est fini. Elle a eu c'est là l'intérêt de Charles, c'est que lui, il va continuer. Mais il va avoir affaire à des gens beaucoup plus jeunes que lui. Ratirak est plus jeune que Charles. Ils sont tous plus jeunes. Ils sont tous plus jeunes que lui. C'est-à-dire, c'est l'autre génération. C'est la génération qui va surgir de l'époque Tirane. C'est des gens qui sont directement dans le politique. Donc, ton père pouvait servir de voie de transmission par rapport à ce passé-là. Les relations intellectuelles entre nous, c'était un peu de prof à élève. Tu vois, Charles a une formation d'historien, il a une approche ethnographique de la société malgache. Bon, pour moi, c'était important, un type comme ça. Donc, il apportait des repères importants pour moi, sur le plan professionnel et intellectuel, pour comprendre la société malgache du 19e et puis le passage au 20e siècle. Donc j'ai approché Charles dans ma recherche personnelle, c'est-à-dire, bon, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce pays. À l'époque, j'étais à la fac. C'est deux conjonctures différentes. Et ton père passe de l'une à l'autre. Mais beaucoup ne passeront pas. Et lui, avec Rakut Van Reten, ils étaient dans la KFM. Mais Charles était sur le moment de quitter la KFM, donc les années 64-65. Et en fait, il a participé à des groupes de jeunes, etc., qui se reconstituaient pour essayer de réfléchir à la situation. Au fond, c'était une espèce d'université parallèle, une université militante, où c'était la belle époque d'un marxisme un peu utopique, un peu marcusien, un peu chinois, un peu dogmatique, parce qu'on avait été aussi élève d'Althusser, qu'il y avait un sociologue français qui s'appelait Altab, qui avait été élève d'Althusser.
et au fond où on faisait de l'auto-formation largement autour des concepts marxistes pour dénoncer d'une part l'inadaptation de l'université malgache qui effectivement était sous des programmes français. Enfin, il faut quand même rappeler que pour avoir sa licence de lettres modernes à Madagascar, une licence malgache, il fallait faire un certificat de phonétique française. À travers l'histoire de alors c'est là qu'on tombe sur les intellectuels de gauche français, à travers la création de l'université, bon, et l'Orstom, où les sciences humaines vont se développer considérablement, où il va y avoir jusqu'à 10, 12 chercheurs de sciences humaines, et les profs, etc. Il va y avoir donc des opposants de gauche français qui vont être nommés à Madagascar. Et Charles était notre aîné, et à des moments on ne savait pas très bien s'il découvrait en même temps que nous cette littérature ou s'il la transmettait vers autrui, parce que tout ça était dans un climat où évidemment il n'y avait plus de profs et plus d'élèves. Il n'était pas du tout un maître à penser, on était tous ensemble pour étudier ensemble et des textes et la réalité malgache. Voilà. Le Parti social-démocrate avait besoin, pour son image de marque, d'une opposition dans la capitale, et c'était l'AKFM qui incarnait cette opposition de gauche, mais une opposition de gauche limitée à la capitale. Et Charles représentait ce groupe intellectuel au sein de l'AKFM, qui ne pouvait pas accepter ce muselage de l'aile nationaliste et progressiste à la seule capitale pour les fonctions d'opposition de Sa Majesté. L'AKFM, c'était terminé. L'AKFM jouait son jeu complètement imaginaire, n'est-ce pas, d'opposition fixée à Tananarive. Bon. Et puis Andrea Manzat a accepté de jouer ce jeu contre le privilège d'être maire. Il y a eu, je crois, divorce, parce que l'AKFM, bon teint, pur et dur, s'est opposé aux intellectuels qui avaient dirigé, et les intellectuels étaient pourchassés carrément au sein de l'AKFM, ça tout le monde le sait. Et c'est cette histoire, ce n'est pas une révélation qu'on lui dit. Alors Charles avait pensé alors à ce moment-là tenter une autre aventure. Pourquoi qu'à Madagascar, il disait pique-pendre à un moment donné de Charles, de moi aussi, enfin surtout de Charles. Pourquoi? Il y avait un antagonisme, je crois. Il y a eu à un moment donné un antagonisme entre Richard et Charles, quoi. Peut-être qu'il trouvait que Charles était trop intelligent, quoi. Et pas assez, qu'elle n'avait pas les chines assez souples pour être dans un parti, quoi, toujours, quoi. Surtout dans le parti qui était quand même un peu stalinien à un moment donné. Hein. Par certains côtés, Charles était un peu radical. C'est comme ça qu'il est entré au MONIMA, qui n'était pas la position de l'AKFM. L'AKFM ne voulait pas de coup de force. Tandis que le MONIMA, de toute façon, le PST ne s'en ira pas s'il n'y a pas des manifestations même violentes. Et c'est là que Charles a pris la route du MONIMA, beaucoup plus je suppose par générosité. Parce qu'il voyait bien, il connaît très bien la souffrance des gens dans le Sud, le MONIMA étant majoritaire dans le Sud. Charles était donc très critique vis-à-vis de l'AKFM pour des raisons personnelles, pour des raisons que j'ignore. Bon, j'ai assez facilement accepté sa position dans la mesure où, dans l'échiquier national, je considérais qu'un opposant côtier, dans sa zone, était plus crédible qu'un opposant maire à KFM.
Alors Manandaf, que je rencontre à ce moment-là, est étudiant. 65-66, il est étudiant. Et bon, il n'a pas encore créé le MFM, ni rien. Alors il est très lié à ton père à ce moment-là. Hein. Et Manandaf, lui, apprend beaucoup auprès de lui. Et en même temps, comprend aussi qu'il faut s'engager, tu vois, politiquement. C'est-à-dire Charles, par certains côtés, est l'inverse de Mouzazon, qui lui est un homme politique au sens le plus direct du terme, organisation, etc. Et alors, mais le couple Charles-Manandaf est très efficace à ce moment-là. Pendant 3 ans, avec Charles, on a digéré ensemble son départ de la KFM. Et on a construit son adhésion au monument. Parce qu'il a quitté la KFM au moment où moi j'ai adhéré au monument. Et on a fait ce parcours ensemble. Durant ces années-là, il a compris aussi, en faisant l'analyse critique de l'action de la KFM en particulier, qu'il fallait accrocher toute action politique à la dynamique des sociétés rurales, des sociétés villageoises, des sociétés paysannes. Et à ce moment-là, en 66-67, lorsqu'ils vont redevenir très actifs au monument, il n'y a que le monument qui existe par rapport à une société paysanne. Là, Manandaf le suit, mais Manandaf est beaucoup moins à l'aise que ton père dans ses rapports avec les paysans, puisque moi j'ai fait des tournées avec Manandaf dans le sud-est. Bon, il est un petit peu moins à l'aise, quoi, c'est évident, mais enfin il y allait aussi. Et là aussi, ça a été quand même une démarche qu'ils ont fait. Parce qu'au départ, justement, Andrea Manzato, les paysans, ils n'en ont rien à foutre, c'est uniquement entre eux, etc. Ou certes, la petite bourgeoisie administrative, c'est à ce niveau-là que se joue, n'est-ce pas, la politique, et les paysans y suivent. Alors que là, ils ont eu cette idée, d'où leur participation au congrès du monument qui se passe dans le sud, et leur participation très active. Ils sont les seuls, parce qu'ailleurs, il n'y a plus d'implantation de partis, dans tout le reste de Madagascar, d'où en Imerne rural non plus d'ailleurs. La KFM n'existe plus. Bon. Et le seul endroit, c'est le sud. Donc ils y vont. Et je crois que ça aussi, c'est quand même très courageux de leur part. Parce que le mouvement de Mouzazon, il y avait deux faces en fait. Le mouvement de Mouzazon, en fait, d'un côté, il avait un texte d'explication, qui était un texte d'explication politique marxiste, disons, la lutte des classes, tout ce que tu veux, la lutte contre l'impérialisme et autres. Mais ce type, n'est-ce pas, d'explication n'était pas celui qui se jouait dans le cadre de ses rapports avec les villageois, etc. Ben oui, bien sûr. Tu vois. Et je crois que les textes donc, qui ont été produits par Mouzazon, c'est ton père qui les a écrits. C'était des nationalistes, au sens nationaliste, c'est-à-dire c'est une fédération de groupes ethniques, etc., mais qui sont ensemble contre l'ennemi. Et ton père était dans cette perspective-là. L'ennemi étant soit les autorités françaises, soit leur substitut qui était l'autorité gouvernementale à ce moment-là. Donc, bon, et alors là, il est évident qu'en face, la réponse, c'était la division ethnique, puisque ça va toujours être ce système-là. Et je m'aperçois avec horreur que 30 ans après, nous en sommes toujours là. Ton père est à l'aise avec les types du monument, etc., avec Mouzazon. C'est-à-dire qu'ils ont une notion, il y a une nation idéale. Oui, il y a une nation idéale. Et puis bon, ils ne sont pas sensibles. Moi, c'est l'impression que j'ai eue. Hein. Face au problème de construction nationale, la notion de lutte de classe apparaissait comme une idée généreuse et en même temps exaltante dans un avenir, pour l'avenir de Madagascar, qu'une lutte ethnique ou une lutte tribale. Et le fait de s'allier à Mounz représentait quand même toute une espèce de révolution dans la manière de faire de la politique. Parce qu'il faut quand même réaliser ce que représente pour ton père un lettré d'Imerne, imprégné, n'est-ce pas, du passé, etc., d'aller s'associer à Mouzazon. C'est pas un truc évident, tu vois. Et il est le seul à l'avoir fait. Faut quand même, de sa génération, il est le seul. Les gens de sa génération vont crever dans la KFM. C'est-à-dire vont rester là, bon,
vont être complètement out au moment de 72, etc. Charles, c'était un peu la mauvaise conscience de l'intellectuel face aux paysans, tout ça, face à Mons. Donc pour Charles, les liens avec Mons, c'est un peu la légitimité après son départ de la KFM. C'est-à-dire qu'il s'est trouvé un créneau légitime. Donc sa rupture avec la KFM, c'était assez dur. Il en a souffert. 70, il va y avoir une espèce une scission à l'intérieur du Monument, c'est-à-dire une séparation entre le groupe de Manandaf urbain et Mouzazon qui reste sur sa base de villageois du sud. À ce moment-là, d'ailleurs, la scission va jouer sur le fait, faut-il ou non organiser l'insurrection. On est déjà dans une période où on veut 70, organiser, oui, on est dans un... oui, Mouzazon est décidé, bon, alors nous sommes en 70 à ce moment-là. Et lors de cette scission, ton père reste avec Mouzazon, donc se sépare de Manandaf. Vous voyez, déjà, il y a ce type de... Parce que ton père reste avec Mouzazon dans la mesure où il doit estimer que Mouzazon est véritablement un leader de peuple, un leader populaire, etc. Donc il estime, et que lui, intellectuel, il ne peut pas prendre l'initiative d'aller organiser un parti, donc il reste lié à lui, tu vois. Il était très très lié avec Mouzazon, etc. Mais il y a eu quand même des dérives. Mouzazon, à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais moi j'y étais plus déjà. Mais même déjà quand j'y étais, il y avait des bruits dans le milieu malgache proche de Mouzazon, à Tana, qu'on connaissait bien, qu'on voyait chez Charles ou chez moi, quelques-uns, des bruits comme quoi Mouzazon préparait quelque chose. On était toujours en attente, je me souviens très bien, parce qu'il avait annoncé des dates, Mouzazon. Oui, oui. Et puis, bon, les dates, on n'arrivait pas jusqu'au jour où, à un moment donné, on s'est dit, bon, c'est de la blague. Et puis, en ce moment-là, donc, ça va se déclencher. En plus de ça, il y avait un mécontentement depuis plusieurs années, parce que quand on était allé passer la nuit avec Christiane sur le plateau en Tandrouille, on était invité par Mouzazon, et on avait senti là, d'abord qu'il pouvait réunir plusieurs milliers de personnes, la nuit de Noël, hein, mais qu'il y avait là des gens qui étaient formés. Et en 70, ça a commencé à chauffer, et en 71, donc il a organisé, lui, les secours, puisque le gouvernement ne parlait pas. Et ça n'a pas plu au gouverneur, je crois. Enfin, ils ont fait donner la troupe, ces cons. Et alors ça a été la révolte. Les gens... Il n'y avait pas de... On a dit qu'ils avaient pillé des magasins, c'est faux. Ils ont essayé de récupérer les marchandises que Mouzazon et le parti, le monument, avaient achetées pour eux. Et que l'armée leur piquait. Il y avait la famine, mais en plus, il y avait les chefs de canton là, qui opprimaient les gens, qui réclamaient qu'ils paient, alors qu'ils n'avaient rien à manger. On allait dans un temple ou dans une église catholique, mais surtout dans les temples, et puis on faisait sortir tous les hommes, et dehors, il y avait les militaires qui les bousillaient, quoi. On a dit 3000, et 3000, c'est un chiffre, comme toujours, que les officiels vont dire. Eux n'ont jamais donné de chiffre. Hein. Mais c'est Ratef, moi, qui me l'a écrit, ce chiffre, tu vois. Parce que Ratef, c'était pas un politique, mais il était horrifié, ce gars. Hein, horrifié. Mouzazon pensait qu'un jour, la Chine pourrait l'aider. Il attendait des troupes, des armes chinoises, qui ne sont jamais venues. Alors, là, il y a eu un petit décrochage. J'ai su après, mais il y a eu un petit décrochage entre Charles et Mouz. On a préparé ensemble 71 avec Mouzazon. Quand la date fatidique est arrivée,
C'est là que Charles a craqué. Il est parti. Je crois qu'il vous a amené avec lui, non? Non. Vous étiez là? Ah, il a craqué. Il a été sur une mission à l'UNESCO, oui. Il est parti sur une mission à l'UNESCO à ce moment-là, en 71. Donc il est parti. À un certain moment, il s'est barré. Pourquoi? Parce que les dauphins se sont fait arrêter. S'il avait été à Madagascar, moi je suis sûr et certain qu'il aurait été arrêté. Mais il a eu le temps de partir, lui. Lui, il s'est barré. C'était l'exil ou la prison? C'était l'exil ou la prison, exactement.